présente Karen, Marketing Project Manager au sein de la société Micropole. Nous sommes actuellement en direct de l'Open Ground chez Micropole pour un tout premier live, le premier d'une longue série. Alors avant de commencer, je tenais à préciser que l'ensemble des gestes barrières et des normes sanitaires ont été entièrement respectés pour la réalisation de ce live. Aujourd'hui, nous sommes ici pour échanger autour de la restitution de l'enquête sur l'avenir du contrôle de gestion que nous avons mené conjointement avec le cabinet Grant Thornton. Alors, vous avez été plus de 300 DAF, contrôleurs de gestion et responsables financiers à répondre à l'enquête et nous vous en remercions. Nous tenions également à remercier les 4 personnes qui ont accepté d'être interviewées dans le cadre de cette enquête et notamment M. Frédéric Voll, directeur du contrôle de gestion chez Technip France, qui a également accepté d'intervenir aujourd'hui pour échanger avec vous sur sa vision et sur son expérience du métier. Il est accompagné de nos 2 experts, Olivier Riouet, associé chez Grant Thornton, et Xavier Gardiès, associé chez Micropole. Alors, au cours de ces 45 minutes, nous déroulerons l'ensemble des 4 grandes thématiques que vous avez pu retrouver au sein du questionnaire. Alors tout d'abord, Xavier commencera par la partie People et organisation, puis Olivier suivra sur la partie processus. Nous déroulerons ensuite la partie technologie, puis enfin la partie vision. Est-ce que le métier de contrôleur de gestion existera-t-il encore dans quelques années? Je vous invite dès à présent à poser l'ensemble de vos questions sur la plateforme tout au long de la session. Xavier, je te laisse donc maintenant la parole. Merci Karen. Le premier volet de l'enquête a permis d'explorer la dimension liée aux compétences et à l'organisation du contrôle de gestion. Et donc ça a été particulièrement intéressant puisque très vite, à travers les réponses, on a senti la nécessité pour les contrôleurs de gestion d'évoluer vers la compétence technologique liée à la data. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans toutes les réponses de différentes manières, avec certains répondants qui estimaient que la compétence technologique devait être une composante supplémentaire à la composante de gestion et à la composante business, quand d'autres considéraient que la compétence technologique devait faire partie du métier du contrôle de gestion, mais pour autant être traitée par des individus à part au sein, par exemple, d'une data factory. Cette compétence essentielle de maîtrise de la technologie et des outils n'est qu'un moyen pour permettre au contrôle de gestion d'évoluer vers cette position de business partner ou de manager de la performance qui est rêvée depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Quand on questionne les participants, on se rend compte qu'aucun ne se voit comme data scientist, modélisateur ou comptable ou développeur de bases de données. Tout le monde est très focalisé sur le fait de devenir le business partner. Mais pour ceci, les équipes devront être passionnées par les outils. Les compétences qui seront les compétences de demain dans ce show-là seront des compétences à la fois technologiques, métiers et business, de manière à pouvoir apporter la compétence financière aux métiers et aux opérationnels, tout en étant capable d'utiliser les outils et d'aller explorer les données. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Et en termes de formation, on a été surpris de voir que beaucoup de contrôleurs de gestion estimaient que le futur des profils était peut-être des profils parfois d'écoles de commerce, d'universités, autour de la gestion qui devaient évoluer vers la BI, vers les outils et vers la technologie, mais également des ingénieurs qui feraient un pas vers la gestion. Et certains d'entre eux ont évoqué le fait qu'il était plus simple pour un ingénieur d'acquérir les compétences de gestion que pour un gestionnaire d'acquérir les compétences technologiques. Donc on sent un vrai tiraillement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour évoluer vers ce rôle de business partner, la data est un moyen qui est essentiel. Et même si le contrôleur de gestion de demain n'a pas vocation à devenir un informaticien, pour autant, le temps qu'il soit capable d'investir cette position de business partner, il va être obligé d'être capable d'utiliser les outils, de les mettre en œuvre, de les exploiter et d'aller chercher l'information. Donc ensuite, ça nous mène tout droit vers les problématiques qui sont liées plutôt à la posture du contrôle de gestion et de la fonction du contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Et donc dans ce cadre-là, l'enquête a permis de se rendre compte qu'on souhaitait évoluer vers ce rôle de business partner, mais qu'il y avait également une nécessité d'apporter de la valeur à la fois aux opérationnels et à la fois à la direction générale. Et donc pour ce faire, même si les répondants estiment que leur direction considère que le contrôle de gestion apporte de la valeur, pour autant, cet apport de valeur n'est pas clairement un apport de valeur en termes d'analyse et de restitution, mais un apport de valeur qui est un apport de valeur en termes de traitement de données, de concaténation de données et de data crunching, ce qui fait que le contrôle de gestion est bien perçu par la direction générale
comme une fonction qui apporte de la valeur, mais pour autant pas encore la valeur souhaitée. Et donc la valeur souhaitée, c'est bien une valeur qui est capable de processer des informations, des données, de les enrichir avec de la data financière, de comprendre le métier de l'entreprise et d'être capable de donner à la direction générale comme aux opérationnels une donnée qui permet d'éclairer la décision, qui est enrichie à la fois d'aspects opérationnels et financiers. Et donc on se rend compte à travers la restitution que 43% des répondants estiment que l'intégration avec les opérationnels est une nécessité absolue, et pour autant ils sont incapables de réaliser cette intégration parce qu'ils sont pris dans leur problématique de traitement des données. Et donc on voit arriver en seconde position, quand on leur demande quels sont les axes de transformation, l'aspect outil qui est un aspect essentiel, qui est un moyen pour permettre d'atteindre le premier élément qui est l'intégration avec les opérationnels. Et ensuite on se rend compte qu'il va y avoir une évolution également en termes de processus, parce qu'au-delà de la data et au-delà des aspects d'intégration avec les opérationnels, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques. Et donc sur cet aspect-là, Olivier prendra la parole tout à l'heure pour évoquer ces aspects d'alignement des processus avec l'évolution du métier, et notamment l'évolution du métier liée à l'évolution de la technologie. D'accord, très bien. Donc suite à cette analyse, Frédéric, je vais te poser une question. Quelles sont les attentes chez Technip des opérationnels et de la direction générale du contrôle de gestion? Alors il y a plusieurs attentes. Je dirais la première chose, c'est qu'on attend qu'on fasse notre corps métier, notre corps business, c'est-à-dire qu'on produise les données, que ce soit des données fiables, que le travail soit fait de façon rigoureuse et qu'on puisse produire et respecter les deadlines. Ça, c'est le corps business. Moi, je pense qu'après, on fait du contrôle de gestion aussi ce qu'on veut, et que le rôle du directeur du contrôle de gestion, c'est aussi de dépasser cette simple délivrance de données. Et on arrive vraiment vers ce qu'on appelle du support à la décision. Ce qui est le plus intéressant dans ce métier, c'est quand on arrive à travailler sur différents scénarios, différentes hypothèses. On est dans un environnement qui est extrêmement complexe et changeant. Et ce qui est le plus intéressant, et c'est pourquoi on fait appel à moi au niveau de la direction de Technip, c'est en fonction de certains éléments, c'est de pouvoir le traduire directement en impact, de façon assez rapidement. Donc ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Et il y a un dernier élément que j'expérimente depuis plusieurs années, c'est que le contrôle de gestion doit rendre visible, intelligible, ce qui est très compliqué. On est des organisations très très lourdes, très très complexes, et c'est pas faire de la vulgarisation, mais on doit traduire en quelques indicateurs très simples et compréhensibles par tout le monde des environnements de gestion très très lourds et très complexes. Donc voilà un peu ce qu'on attend de mon département et de moi-même au sein de Technip. D'accord, très bien, je te remercie d'avoir répondu. Olivier, je te laisse continuer sur la partie processus. Alors tout à fait, effectivement, on vous a interrogé à travers ce questionnaire sur la partie processus, et en fin de compte, on s'aperçoit, et on l'a bien vu au travers de ce qui a été évoqué précédemment, c'est qu'il y a ce besoin, cette nécessité pour les contrôleurs de gestion, en fin de compte, de pouvoir étendre leur domaine d'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attend plus des contrôleurs de gestion qui fassent simplement de l'analyse de données financières uniquement, mais c'est la capacité, effectivement, à pouvoir croiser l'ensemble des données de l'entreprise. Alors, on pense aussi que la crise est passée par là, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des répondants mettent la masse salariale et le pilotage de la masse salariale comme étant une de leurs priorités à intégrer ou à mieux intégrer dans les processus de pilotage, effectivement, on pense que les éléments de la crise font que tout le monde a conscience que la masse salariale n'est pas simplement un coût, mais doit pouvoir être pilotée au même titre que l'ensemble des autres ressources de l'entreprise. C'est pour ça aussi qu'on parle de plus en plus ce qu'on appelle d'Extended Planning Analysis, c'est la capacité à avoir cette vision à 360 degrés de l'organisation. Autre élément qui était important dans le cadre de l'enquête, c'est de voir quelles étaient les priorités, quelles sont vos priorités pour l'année qui vient. Donc, une des priorités pour l'année qui vient, c'est effectivement le pilotage du cash. Là aussi, il n'y a pas de mystère, on voit les effets de la crise et toutes les organisations ont une nécessité de mieux piloter leur cash. Maintenant, quand on regarde à un deuxième niveau, quels sont les éléments qui ressortent, on voit que le pilotage des coûts, mais aussi le pilotage stratégique, revient grandement en force. Tout simplement aussi, on le voit encore avec l'environnement dans lequel on est, de plus en plus
incertain. Les business models ont été mis à rude épreuve ces dernières années et ces derniers mois. Donc il est nécessaire de se reposer des questions sur toute la partie planification stratégique et aussi pilotage des coûts. L'objectif pour les dirigeants, c'est pas de couper aveuglément dans les coûts, c'est de mieux les maîtriser et de mieux les piloter. Donc ça, effectivement, on voit que ce sont les priorités aujourd'hui du contrôle de gestion pour l'année qui vient. Autre élément qu'on a pu analyser, c'est concernant la partie process budgétaire, c'est-à-dire depuis la planification stratégique, le budget et les reprévisions. Donc, on ne voit pas le budget disparaître, le budget va continuer de persister, mais beaucoup plus dans la capacité à donner un cap, à donner une orientation. Par contre, ce qui est important de voir, c'est la nécessité de reprévoir plus fréquemment et, fin de compte, de pouvoir mettre à disposition plus rapidement de l'information auprès des opérationnels. On le voit bien dans des répondants qui, aujourd'hui, nous dit, je crois, à plus de 80%, c'est effectivement la nécessité de pouvoir intégrer des boucles rétroactives plus rapides, au niveau du budget, d'intégrer beaucoup plus des jeux de données, des scénarios dans la prévision budgétaire, et aussi, effectivement, c'est le retour en force du rolling forecast, donc c'est la capacité à reprévoir systématiquement l'année, mais de façon beaucoup plus fréquente, effectivement, pour permettre de s'adapter le plus rapidement possible et surtout d'avoir au contrôle de gestion la capacité à redonner de l'agilité, en fin de compte, dans le pilotage et dans l'orientation de la prise de décision. Très bien, je te remercie Olivier, excuse-moi. Donc suite à ça, je vais poser une question à Frédéric. Est-ce que pour un groupe comme Technip, le rolling forecast ou la reprévision permanente est une réalité? Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que vient de dire Olivier, parce qu'effectivement, chez Technip, on a un processus budgétaire qui démarre généralement au mois de juillet, qui se termine au mois de septembre pour la première phase, et ensuite la deuxième phase dure jusqu'en décembre, mais globalement en septembre on a déjà donné le framework. Mais ensuite, une dizaine de fois par an, on refait un forecast. Voilà. Donc on n'en fait pas au mois de janvier parce que le budget est assez proche, et globalement on n'en fait pas au mois d'août non plus. Mais sinon, tous les mois, on refait tout un processus complet, en fonction des éléments notamment commerciaux, les éléments environnementaux qui peuvent agir sur l'entreprise. Donc c'est absolument une réalité, mais je dirais même que ça va plus loin, c'est-à-dire constamment on est en train d'analyser les impacts que peuvent avoir des événements. Donc la crise du Covid, typiquement, on a fait des analyses sur la performance des équipes, quels sont les impacts financiers aussi, de tout ce qui peut être mis. On n'a pas fait de chômage partiel, donc on n'a pas non plus à traiter cet aspect-là, mais il y en a des dizaines d'autres à traiter. On a un suivi également de toutes les personnes qui peuvent être impactées par équipe, par étage. Donc tout ça font qu'on doit être même encore plus réactif et aux problématiques, et tout de suite en traduire l'importance par son impact financier. Donc ça, c'est chez Technip quelque chose inscrit dans nos gènes, mais je dirais de plus en plus fréquent, et ça s'accélère. Et on n'a pas toujours les outils effectivement qui nous permettent de répondre à cette vitesse-là aux demandes. D'accord, c'est très clair en tout cas. Merci Frédéric pour ta réponse. Xavier, je vais te laisser continuer sur la partie technologie. Oui, alors Frédéric a conclu en évoquant les outils, les solutions, la technologie. C'est vrai qu'on s'est rendu compte à travers l'enquête que les aspects technologiques en tout cas, prenaient une importance qui était très particulière au sein de l'évolution du contrôle de gestion, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de données à utiliser, alors que ce soit à récolter, à transformer, à restituer, à croiser. On comprend que maintenant, ces données sont le nouveau pétrole. Il y a quelques années encore, la technologie était perçue comme quelque chose de très contraignant. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est de plus en plus un moyen. Et donc, on a questionné les personnes qui ont répondu à l'enquête sur différents aspects. On va voir 3 aspects. Le premier, c'est l'état du marché concernant les solutions qui permettent de réaliser le métier du contrôleur de gestion, que ce soit la planification, la simulation, etc. Le deuxième point, c'est est-ce que ces solutions répondent à un besoin et est-ce qu'elles apportent la valeur escomptée? Et le troisième point qu'on va voir, c'est est-ce que ces solutions continuent à évoluer
dans une logique d'un logiciel qui répond à l'ensemble des besoins, ou est-ce qu'on évolue dans une logique d'architecture applicative différente avec différentes opportunités qui s'offrent au contrôle de gestion. Le premier point concernant les solutions montre que le marché est de plus en plus fragmenté. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui proposent des logiciels de corporate performance management, d'enterprise performance management, ces petits outils multidimensionnels de grande qualité qui permettent de déployer le métier. Tous ces outils permettent de répondre aux besoins et globalement, on peut dérouler le métier du contrôleur de gestion dans tous ces outils. Les différences entre ces outils tiennent à la manière dont ils couvrent le métier, mais pas dans leur couverture fonctionnelle. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que finalement, d'un contexte à l'autre, on va se rendre compte qu'un outil peut être plus pertinent dans un contexte, il ne sera peut-être pas le meilleur dans un autre contexte. Et ce qu'on voit également dans l'étude, c'est que Microsoft Excel reste l'outil, la solution, j'ai envie de dire le logiciel par provocation, le plus utilisé par les contrôleurs de gestion, et c'est une évidence. Et ça pose question. 67% des répondants estiment que leurs outils ne sont pas assez orientés utilisateurs. Et là, on fait le lien très clairement avec l'utilisation d'Excel. Quand on discute avec des contrôleurs de gestion, et d'autant plus dans le contexte actuel, ils nous disent quand il a fallu être très agile, quand il a fallu être très flexible, quand il a fallu s'adapter très vite, on est tous revenus dans Excel. Et aujourd'hui, même si la promesse des outils est une promesse de flexibilité, d'agilité et d'accessibilité pour les utilisateurs, on s'est rendu compte que cette promesse n'allait pas assez loin et que quand il fallait tout modifier, on n'avait pas le temps d'attendre les équipes IT ou les équipes de prestataires, il fallait modifier soi-même et on le faisait beaucoup dans Excel. 65% estiment que leurs outils ne permettent pas de répondre à leurs enjeux, et donc on vient de l'évoquer. L'enjeu principal pour le contrôle de gestion aujourd'hui, c'est d'être autonome. Il faut pouvoir utiliser, exploiter les données, et pour faire ça, on ne peut pas être dépendant de prestataires ou d'équipes IT. Il faut avoir un outil qui nous permette de tout faire tout seul, changer son organisation, ajouter un axe d'analyse, produire des nouveaux rapports, intégrer une nouvelle source de données. La mise en œuvre de ces outils dans une logique low-code ou no-code progresse énormément, mais la promesse n'est pas encore complètement atteinte. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans cette trajectoire. Les outils de demain qui auront du succès seront les outils, non pas qui seront les plus performants, non pas qui seront les plus jolis, non pas qui géreront le mieux la performance, même si c'est un enjeu majeur. Ce seront les outils qui pourront être mis en œuvre, modifiés, exploités, et le tout par la direction financière et par les contrôleurs de gestion. C'est là le point clé. Et donc sur le dernier point de cette analyse au niveau de l'enquête, donc qui nous amène directement à la dernière slide, on se rend compte que la trajectoire de l'outillage des contrôleurs de gestion ne va pas aller que vers l'usage de logiciels individuels unitaires. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de compositions dans une logique qu'on appelle le best of breed dans l'informatique, donc l'usage, le fait de marier les meilleures briques applicatives pour répondre à un besoin. Et donc on se rend compte qu'il s'ouvre différentes possibilités. Les outils EPM sont une réponse qui permet de couvrir à peu près l'ensemble des besoins de l'intégration, le stockage de données, l'analyse, le croisement, la restitution, la visualisation. D'autres alternatives s'ouvrent et on se rend compte que les contrôleurs de gestion intègrent d'autres périmètres au sein de leur paysage applicatif contrôle de gestion. En premier lieu, la data visualisation, qui est un enjeu essentiel pour permettre et faciliter la prise de décision et d'éclairer la stratégie. Également, la consolidation financière, qui est un vrai enjeu et qui fait le lien un petit peu entre la comptabilité et les aspects d'analyse. Et donc ça, c'est important. Une majorité des répondants, mais une courte majorité, estime que la consolidation financière va être intégrée dans les outils de pilotage financier et les outils à la main du contrôle de gestion. C'est très serré, on se rend compte qu'il y a encore deux écoles. Certains nous disent oui, c'est une évidence. D'autres nous disent non, un outil qui fait tout, ne fera tout moyennement, mais ne fera pas tout correctement. Et donc on voit émerger des architectures où certains font le choix de composer avec un outil d'alimentation des données, un outil de gestion des référentiels, un outil qui permet de les croiser ou de faire de la saisie, et puis des outils qui permettent de faire de la restitution. Et il s'ouvre également une autre voie qui est plus moderne, peut-être plus réservée à des entreprises qui traitent des grands volumes de données dans des organisations très complexes, qui consiste à stocker les données dans des grandes bases de données très modernes, notamment chez les grands cloud providers,
et ensuite d'utiliser ces données, d'une part via les services de ces cloud providers, ou en tout cas avec les capacités et la puissance de ces bases de données, et ensuite de les exploiter en utilisant différents outils de type DataVis ou d'autres outils, et pourquoi pas un EPM dans lequel on injecterait des agrégats des données. Donc voilà, la technologie est un moyen, elle progresse, elle ne répond pas encore aux enjeux, et l'enjeu de demain, c'est l'autonomie du contrôle de gestion. D'accord, je te remercie Xavier. Suite à tes explications, Frédéric, quelles sont vos attentes en tant que directeur du contrôle de gestion des solutions de type EPM et BI? Alors j'ai une première remarque à faire, c'est que pour ceux qui ont un peu de vécu dans le contrôle de gestion, on a vécu ces 20-30 dernières années déjà 2 ou 3 révolutions. Et là, on fait face à une troisième. Ceux qui ont commencé il y a 20 ans au contrôle de gestion ont commencé avec multiplans. Alors ceux qui se rappellent, c'était vert, c'était jaune, on ne pouvait rien faire avec. Et on faisait en fin de compte tout le travail de contrôle de gestion sur du papier. Ensuite, il y a eu Excel. Et effectivement, Excel est encore aujourd'hui un outil standard du contrôleur de gestion, très pratique d'accès, qui a connu lui-même une première révolution, c'est les tableaux croisés dynamiques, qui ont été une vraie révolution parce que ça a redonné la main aux contrôleurs de gestion sur de l'analyse. Pas sur de la présentation forcément, parce que ce n'est pas très facile à présenter des tableaux croisés, mais au moins sur la production de ces données. On reprenait la main. Aujourd'hui, moi je suis persuadé que alors Power BI par exemple, si on veut rester dans la suite, est une autre évolution, ou les autres outils de BI. C'est-à-dire, on redonne la main aux contrôleurs de gestion, mais globalement à tous les opérationnels, sur la façon dont on fait parler les données. De mon point de vue, l'IT a gelé un petit peu toute cette intelligence-là en mettant des contraintes techniques en lieu et place ou préalablement à l'analyse des données. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les outils qui apparaissent, on redonne les données, on redonne la possibilité de faire parler ces données aux gens qui savent le faire. Aux opérationnels, les contrôles de gestion pour les données finances, mais ça peut être la production pour les données de charge, la RH pour les données d'effectifs. On redonne la main aux opérationnels et pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc effectivement, pour nous, toutes les solutions de performance management ou de business intelligence sont quelque chose qu'on va prendre énormément en compte dans les années qui viennent. Encore une fois, pour redonner de l'intelligence et, comme le disait Xavier, on fait parler les données, on fait parler, on les présente. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Donc reprendre la main sur les données, ça c'est le premier point important au niveau du contrôle de gestion. Une fois qu'on a ces données, utiliser notre expertise métier pour en sortir des conclusions ou donner des axes ou un éclairage au management. Et le troisième point, c'est de le faire connaître et de le présenter. Voilà. Et ce sont les 3 éléments qui, pour moi, sont essentiels dans nos choix d'outils EPM, BI dans les années qui viennent. D'accord. Écoute, je te remercie pour ta réponse, Frédéric. Olivier, je te laisse donc conclure sur la partie vision. Du coup. Alors effectivement, on peut se poser la question de quel est l'avenir. On voit bien que beaucoup de fonctions dans les entreprises sont en train d'être bouleversées et on peut se poser la question quel est l'avenir du contrôle de gestion. Est-ce que demain le contrôle de gestion va disparaître ou pas de l'entreprise? Alors déjà, une bonne nouvelle, c'est que 75% des répondants sont quand même confiants dans leur avenir, du fait qu'ils estiment que d'ici 10 ans, ils existeront toujours. Maintenant, quand on regarde les chiffres à un deuxième niveau, on voit bien que le contrôle de gestion va grandement évoluer. C'est certainement une des fonctions, quand on regarde la direction financière. Les comptables ont tous évolué vers des centres de services partagés et des fonctions centralisées. La trésorerie, initialement aussi, avec les pools, ont tous évolué vers de la centralisation. On voit bien qu'il y a une des fonctions dans la direction financière qui est le contrôle de gestion qui aujourd'hui n'a pas suivi encore toutes ces vagues à la fois de centralisation ou de décentralisation. Effectivement, on parle de plus en plus de la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle des data factories, c'est-à-dire des organisations qui vont être dans la capacité à pouvoir produire de la donnée et de la mettre à disposition des contrôleurs de gestion et des opérationnels. Et effectivement là, on le voit bien avec la robotisation des flux, et bien effectivement, certainement le barycentre va un peu se déplacer, et on l'espère surtout, de faire moins de data crunching et de plus en plus être dans l'analyse. Et on voit effectivement que pour plus des 3/4 des répondants, le contrôle de gestion doit évoluer de plus en plus vers
la stratégie et la prise de décision. Et peut-être que demain, on parlera plus de contrôle de gestion, mais de direction de la stratégie et de la décision. Toujours est-il, c'est qu'on le voit bien, que le rôle du contrôle de gestion va évoluer avec plus de stratégie, plus de prise de décision, plus effectivement de numérique, et on peut encore s'interroger effectivement sur l'évolution du contrôle de gestion. On voit apparaître effectivement des nouvelles pratiques qu'on appelle le Self-Driving Enterprise, c'est-à-dire un peu ces copilotes numériques de l'entreprise avec de l'intelligence artificielle. Encore une fois, aujourd'hui, tout ça, on en parle, mais il commence à y avoir des réalisations concrètes qui sont en train d'arriver sur le marché et qui sont plus simplement des essais de laboratoire, mais qui sont des véritables applications, des véritables solutions. Et donc là, on peut se reposer la question, mais je pense que ça mettra encore un petit peu de temps, 5, 10 ans, avant que ça arrive dans les organisations où on va avoir arrivé ces copilotes numériques. Alors, est-ce qu'ils viendront remplacer globalement les contrôleurs de gestion? Peut-être que oui, peut-être que non, mais toujours est-il, vont changer fondamentalement la façon d'exercer ce métier-là. Et effectivement, comme on l'a dit en introduction, peut-être avec des profils un peu plus scientifiques, ayant la capacité à communiquer, et ça je pense que ça fait partie des éléments de plus en plus importants, la capacité que vont avoir les contrôleurs de gestion à rendre exploitable et à rendre communicable aussi bien en interne qu'en externe les données de l'entreprise, et surtout, et je pense que ça c'est le véritable vecteur d'évolution du contrôle de gestion, orienté vers la prise de décision. Aujourd'hui, quand on rencontre des dirigeants, ce qu'ils attendent de leur contrôleur de gestion, ce n'est pas de la précision à la deuxième décimale, mais c'est la capacité à pouvoir dire quelle décision je dois prendre, quelle direction je dois aller, quelles ressources je dois arbitrer, comment est-ce que je dois repenser peut-être mon organisation, mes processus. Et donc, l'avenir du contrôle de gestion, il est certainement dans cette voie-là. Très bien, bah écoute, je te remercie pour cette conclusion et cette ouverture aussi quelque part. Frédéric, on va terminer par une dernière question. Selon vous, quel est le portrait robot du futur contrôleur de gestion ? Alors je rejoins assez ce que vient de dire Olivier. Moi, il y a à peu près 3-4 ans, quand on a vu apparaître Power BI, alors à l'époque, Power BI n'était pas intégré dans la suite de Microsoft, et on se formait par des mocks. C'était absolument pas un standard ou quelque chose. Et nous, on l'a connu par un jeune qu'on avait embauché, qui n'était pas français, donc qui apportait peut-être aussi une vision un peu externe, et qui lui se formait tout seul le soir ou le week-end au mock. Et il nous en a fait part. Et à partir du moment où on a découvert un peu ce que ça allait donner, et qu'on s'est renseigné, à peu près, moi je mets 40% des objectifs de chacune des personnes de mon équipe dans le fait de s'approprier les outils de BI. Voilà. Depuis 2 ans, 40% de leurs objectifs sont basés uniquement là-dessus. Donc des formations, des auto-formations, accaparer les outils, proposer des types de rapports BI. Pour moi, je l'aurais dit clairement, et c'est une discussion que j'avais aussi avec des gens de Dauphine, si le contrôleur de gestion, dans les 2-3 ans qui viennent, ne maîtrise pas Power BI, et si les jeunes qui sortent de l'école, de l'université, ne maîtrisent pas un outil BI, ils n'auront pas de job. Donc oui, je rejoins le fait, le contrôle de gestion tel qu'on a connu actuellement va disparaître s'il n'évolue pas. Donc il disparaîtra parce qu'effectivement les outils seront là pour faire le travail à sa place, beaucoup plus d'autonomisation, parce qu'on saura faire le travail basique beaucoup moins cher dans des SSO. Par contre, ce qui ne disparaîtra pas, et à mon avis ce qui restera vraiment intégré, ce qui est la valeur ajoutée du contrôle de gestion, c'est l'analyse ou l'expertise qu'on y apporte, l'éclairage comme on l'expliquait, plus une donnée, je dirais, de vente, de commercial. Comment faire parler les données et expliquer ce qu'on peut en faire. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc le profil, il sera certainement vers des gens qui sont assez à l'aise avec les outils, alors des data scientists, capables aussi de faire du data crunching, en tout cas qui soient intelligents avec ce type de données. Ça, c'est la première chose. Mais on aura aussi besoin d'experts et d'experts métiers pour faire parler ces données. Donc pour moi, on sera entre les deux. Et je pense qu'effectivement, le contrôle de la gestion, le contrôle de gestion, c'est un terme qui n'aura plus de raison d'être.
Et on se veut depuis longtemps business partner, mais je pense que si on veut faire quelque chose d'intelligent avec le contrôle de gestion, on devra de toute façon le faire. Moi j'aime beaucoup le terme de direction d'aide à la décision ou direction de la décision. C'est peut-être aussi rattaché à la direction de la stratégie, et plus à la finance, mais c'est à mon avis tout à fait l'évolution du contrôle de gestion dans nos entreprises. D'accord, très bien, écoute, c'est très clair. Donc je voulais remercier d'abord Frédéric, Olivier et Xavier d'être intervenus et d'avoir apporté leur analyse. On va regarder du coup si on a des questions que je vais vous poser suite à cette session. Merci. Donc une première question. Est-ce que les outils du contrôle de gestion vont aller vers le cloud? Alors, je pense que la réponse ne peut être que oui. Alors, les outils du contrôle de gestion, mais tous les outils informatiques, de toute manière, c'est une tendance. Il y a 10 ans, on pouvait encore hésiter. Il y a 5 ans, on pouvait avoir peur. Il y a encore 2 ans, on pouvait se dire qu'on était différent des autres et qu'on n'irait pas vers le cloud. Aujourd'hui, en 2020, presque en 2021, il n'y a plus aucune question à se poser. Les infrastructures cloud sont plus sécurisées que les infrastructures des entreprises. Les aspects financiers sont évidents, la flexibilité est évidente, l'apport de services complémentaires dans des infrastructures cloud au sens large est évident. Donc oui, tous les outils vont aller vers le cloud. Et même si aujourd'hui on aborde une période de transition où les deux vont cohabiter, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va aller vers le cloud de manière massive et qu'il n'y aura aucune question à se poser. On l'évoquait il y a quelques heures encore avec des collègues. On a un client majeur qui aujourd'hui, malgré le fait que certaines de ces données soient extrêmement sensibles, a migré l'ensemble de ses applications ou va migrer l'ensemble de ses applications cloud, enfin vers le cloud. Et donc ce qui est une première dans ce type d'activité. Donc oui, tout le monde va y aller, les apports sont évidents, la rentabilité est évidente, les apports pour le métier sont évidents, donc la réponse est oui sans aucune hésitation. Oui. Il est aussi à souligner, et on le voit aujourd'hui avec toute l'offre des outils, et que la plupart des éditeurs devront même proposer plus que des versions cloud et SaaS. Alors effectivement, on peut se poser la question, le SaaS c'est bien, mais ça veut dire que je ne pourrais plus faire de développement spécifique, je ne pourrais plus faire d'ajustement, mais est-ce que ce n'est pas, fin de compte, un mal pour un bien, effectivement, à un moment donné, d'arrêter de vouloir systématiquement redévelopper du spécifique et à un moment donné, d'avoir des solutions peut-être qui vont un peu moins coller forcément à tous les désirata qu'on voudrait de pilotage du modèle, mais qui auront la capacité, encore une fois, on l'a vu à travers des évolutions, on veut pouvoir faire du rolling forecast, on veut pouvoir reprévoir plus fréquemment, on veut pouvoir intégrer des hypothèses. Il faut qu'on ait des solutions qui soient facilement utilisables, paramétrables, et que si à un moment donné, on le sait très bien, et on le sait tous, qu'à partir du moment où on met du spécifique, et ben de toute façon, on va scléroser à un moment donné la solution. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, d'arriver sur les solutions SaaS et cloud va aussi permettre de se reposer les questions sur l'essentiel, de quoi est-ce que l'on a véritablement besoin pour piloter, pour prendre des décisions, et se recentrer effectivement là-dessus, quitte peut-être à avoir à côté, et on le voit bien, Excel reste encore une solution privilégiée par les contrôleurs de gestion, mais beaucoup plus pour faire de l'analyse ad hoc à un moment donné et pouvoir aller chercher des éléments complémentaires d'analyse. Donc c'est pour ça que cette évolution vers le cloud, au-delà de l'aspect aussi sécurisation de mobilité, qui est aussi une véritable demande croissante des clients, d'avoir la capacité à pouvoir consulter sur une tablette, sur un smartphone, à distance les chiffres, et c'est un véritable besoin, une véritable réalité. Peut-être qu'aussi on va revenir à des choses plus simples, le back to basic, on va revenir à des choses qui vont permettre, en fin de compte, de piloter l'essentiel de ce qu'on a besoin. Alors j'aurais, moi, en tant qu'utilisateur, donc je rejoins assez le fait que l'évolution vers le cloud, elle est lancée, qu'on n'y reviendra pas. Par contre, je pense que les éditeurs SaaS ont aussi besoin de revoir un peu leur modèle, parce qu'en tant qu'entreprise, on a quelquefois l'impression d'être un peu les vaches à lait d'un éditeur qui travaille en mode SaaS et qu'à chaque fois qu'on demande de changer une virgule, il faut remettre un ticket. Et ça, pour un contrôleur de gestion, je pense que c'est quelquefois difficilement supportable et on se sent un petit peu pieds et poings liés. Donc le modèle vers le cloud, absolument. La mobilité, c'est un point extraordinaire pour accélérer ça.
Par contre, je pense que le modèle des éditeurs doit aussi aller vers plus de flexibilité et comprendre peut-être un peu mieux aussi les contraintes et la flexibilité que les entreprises réclament sans qu'automatiquement ça soit un tiroir-caisse. Et il y avait un élément que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure qui me semble essentiel dans l'ensemble de ces éléments-là, c'est la question de la data gouvernance qu'on n'a pas évoquée. On peut mettre toutes ces données dans un cloud, dans des data lakes, mais à un moment donné, ce qui doit rester au niveau des opérationnels et doit être extrêmement précis, c'est comment on gouverne ces data, qui en sont les owners, qui en sont les utilisateurs. Il peut y avoir des données extrêmement sensibles, des données dont on a besoin d'une expertise pour les comprendre. Et nous, on a pu s'apercevoir sur des données très simples qui sont par exemple les effectifs. Et bien, si la personne ne maîtrise pas l'ensemble des critères et des spécificités, l'analyse qu'elle sort d'un chiffre est totalement différente de l'analyse qu'en fait un expert. Et ça peut être très dangereux. Donc je pense qu'effectivement, dans toute cette évolution, c'est aussi quelque chose que le contrôle de gestion peut prendre en main, c'est d'organiser, de mettre en place cette data gouvernance. Pour moi, ça doit être stratégique et ça ne doit pas être une question d'IT ou une question même du legal ou autre chose. C'est vraiment une question de gestion et de risque. Vis-à-vis de l'IT dans les changements d'outils. Je pense qu'on est des véritables partenaires sur l'IT. Bon, je pense qu'on a vécu toute une période où c'était vraiment le côté IT qui drivait. Presque, on faisait l'organisation en fonction de ce que l'IT était capable de faire et des contraintes de l'IT. Aujourd'hui, ces contraintes, par les outils, vont disparaître. Donc, à nous de travailler en véritable partenaire et à l'IT aussi de travailler en véritable partenaire avec le business, pas seulement le contrôle de gestion, pour que l'IT soit un véritable provider de valeur ajoutée. Et pas seulement imposer un cadre et des contraintes. Quelque chose à ajouter, Xavier, Olivier, sur cette partie ? Non, mais je pense que cette question rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que les outils aujourd'hui doivent être à la main du contrôle de gestion et qu'on ne peut plus se permettre d'ouvrir un ticket, d'attendre 2 jours une réponse, 1 semaine un mise en œuvre, un chiffrage et puis dire que ce sera mis en production dans 2 mois. Encore plus dans la période actuelle, et je pense que ce n'est pas la peine de réexpliquer un petit peu le jeu auquel on a joué dans nos métiers du contrôle de gestion ces derniers mois, à reprévoir tous les jours, à ressortir des analyses tous les jours, à rechanger les budgets, les forecasts tous les jours. Donc effectivement, les outils aujourd'hui doivent être à la main du métier, et donc l'IT ne doit pas être une contrainte pour cette évolution et ces flexibilités, mais les outils doivent être un moyen qui doit être complètement à la main du contrôle de gestion. Encore une fois, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, et on le voit au travers des projets que l'on mène et chez nos clients, l'IT, de toute façon, est indispensable. On le voit bien, le métier du contrôle de gestion, de toute façon, sa matière première, c'est la donnée. S'il n'y a pas de données, est-ce qu'elle n'est pas fiable ? On ne fait pas grand-chose avec ça. Maintenant, effectivement, on va certainement sortir peut-être d'une phase dans laquelle on a tous vécu, avec effectivement ces grosses solutions qui étaient entièrement pilotées, structurées, organisées par l'informatique. Effectivement, on le voit bien avec les nouveaux outils, beaucoup plus flexibles, même si on voit encore qu'il y a des griefs encore à combler par les éditeurs, où on voit bien en travers de l'enquête, où les contrôleurs de gestion, les directions financières demandent des choses et des outils qui soient encore plus agiles, qui permettent d'être plus à la main des utilisateurs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont plus les opérationnels qui prennent la main, effectivement, pour construire les premières maquettes, les premiers éléments de restitution. Maintenant, l'IT sera toujours présent, parce qu'on le voit bien, effectivement, dans les organisations internationales, au travers des volumes des données, il faut synchroniser généralement avec aussi des fuseaux horaires qui sont différents, il faut réconcilier. À la base, on le sait, généralement, c'est qu'il n'y a pas un seul système transactionnel, mais des systèmes transactionnels qu'il faut effectivement réconcilier. Donc, l'IT a tout son rôle à jouer, effectivement, j'ai communément de le dire, à bien créer tous les bons tuyaux pour faire en sorte que tout ça puisse s'alimenter le plus rapidement et le plus facilement possible. Et là, effectivement, l'IT a un véritable rôle à jouer, effectivement, en plus avec les installations maintenant multi-cloud, hybride, on-premise, cloud, et ainsi de suite. Donc, et là, il y a un véritable travail d'architecte,
Et je pense que l'informatique doit jouer ce rôle, effectivement, d'architecte de l'ensemble des réseaux pour créer, fin de compte, ce hub de mise à disposition des données. Et je pense que la véritable valeur ajoutée et ce qu'on attend aujourd'hui de l'informatique, c'est vraiment sur ces sujets-là. Je vous remercie pour votre réponse. Alors j'ai une autre question. Pour vous, quelle devrait être la place du contrôle de gestion dans l'entreprise, dans la direction financière, dans la direction générale ou dans une direction de contrôle de gestion et gestion data? Question assez complète. Oui, non, mais c'est une bonne question. Je pense que on sent que d'un côté, le contrôle de gestion doit se rapprocher des opérationnels parce que les analyses qu'il doit apporter par le croisement des informations financières avec les données opérationnelles doit permettre de mieux piloter l'organisation d'un point de vue opérationnel, opérationnel et tactique, j'ai envie de dire. Et donc il y a un pas à faire de ce côté-là et la position de la fonction en tant que business partner n'est pas encore assise et on doit encore valider et en tout cas confirmer le fait qu'on est capable d'être business partner, donc d'aller vers l'opérationnel. Et on le voit bien à travers le fait qu'on outille à la fois les opérations, puis la supply chain, le SNOP. Donc on outille l'entreprise en capacité d'analyse et de pilotage, de planification du côté opérationnel. Et en même temps, il faut confirmer l'apport de valeur auprès de la direction générale, des managers ou des directeurs, des C-level, en se posant en apporteur de décision et d'éclairage de la décision. Et dans ce cas-là, on doit aller plutôt vers la direction générale. Après, la question est de savoir si le contrôle de gestion va rester au sein de la direction financière et devenir une direction de la décision, ou en tout cas un soutien à la stratégie, si c'est le directeur financier qui va prendre ce rôle, ou si finalement il va y avoir quelque chose qui va émerger autour de la décision et par l'usage de la data, mais la data reste le moyen, et qui va faire devenir le contrôleur de gestion ce performance manager qui va être quelqu'un qui va être capable d'apporter les informations pour piloter la performance à la direction générale et aux opérationnels. Donc après, est-ce que ça se fera au sein de la direction financière ou est-ce qu'on va cantonner la direction financière aux opérations comptables, de croissance externe, organique, et faire de cette direction de la décision quelque chose rattaché à la stratégie et à la direction générale? C'est possible. Est-ce que ça va rester dans la direction financière? C'est l'avenir qui nous le dira. Peut-être un élément complémentaire d'analyse, et je pense qu'on voit effectivement depuis ces 10 dernières années, alors qu'on ne voyait pas forcément des directeurs financiers devenir directeurs généraux et prendre la présidence d'entreprise. En fin de compte, c'était plutôt les fonctions commerciales, marketing ou de production quand on était dans le milieu manufacturing qui prenaient ces postes-là. Aujourd'hui, on est en train de voir une véritable évolution où les directions finance, contrôle de gestion sont capables de devenir patrons de BU, sont capables de devenir directeurs généraux d'un certain nombre d'entités. Donc on voit bien effectivement que le contrôle de gestion et la direction financière, s'il est capable d'évoluer, donc de devenir effectivement ce business partner, de devenir effectivement cette direction capable d'aider à prendre des décisions, donc devenir quelque part stratège, et ben, le contrôle de gestion a aussi peut-être une voie ouverte qui n'était pas historiquement celle qu'on pensait pour ces fonctions-là, d'arriver jusqu'à des postes de direction générale, voire de présidence de groupe. Et on le voit bien, aujourd'hui, l'histoire l'a montré que des directeurs financiers, directeurs de contrôle de gestion sont arrivés à des postes de direction générale et qu'une véritable évolution, alors qui peut paraître un peu choquante au niveau de la France, mais qui, quand on regarde dans les pays anglo-saxons, on voit qu'effectivement, le monde de la finance est beaucoup plus capable de prendre des postes de direction générale. Donc c'est une évolution qu'on est en train de voir en France, et peut-être que c'est l'avenir aussi des contrôleurs de gestion. Alors moi, j'ai failli prendre un joker sur cette question. Donc le contrôle de gestion, bon, aujourd'hui, il est très bien là où il est au niveau de la direction financière, mais effectivement, il peut être amené, ce serait assez naturel, à travailler sur des données qui ne sont pas des données financières. Voilà, des données de charge, des données de performance, des données d'effectifs. Et effectivement, dans cet aspect-là, il y aurait une certaine cohérence à le rapprocher d'une direction de la stratégie ou d'une direction générale. Donc je pense que le modèle est à positionner, c'est à écrire. Il n'y a rien pour l'instant de bloqué. Ça dépend encore aussi des entreprises, ça dépend aussi des hommes. Moi, je pense également que les futurs directeurs du contrôle de gestion, ils se feront le poste qu'ils veulent.
et pour lequel ils proposeront et des avantages et des bienfaits. Et je dirais ça résoudra la question. Moi, je crois beaucoup au fait que le contrôle de gestion doit lui-même porter sa révolution et ses propositions. D'accord, très bien. Eh bien, merci à vous pour votre intervention lors de ce live et merci à vous pour votre attention. Vous pourrez retrouver dès la fin du mois le livre blanc sur l'enquête sur le site internet de Micropole et sur le site internet de Grant Thornton. Et dans quelques jours, nous vous enverrons par mail le replay de cette restitution et la présentation PowerPoint. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain live.